monument of the comic book world. I like that. Like a statue. Yeah. I'm calcified. Calcifié, super. Donc ça va, on peut y aller sur le monument. Voilà, de la bande dessinée, donc j'ai pas envie de dire indépendante, j'ai envie de dire de la bande dessinée tout court américaine, donc qui vient, donc il a publié pas mal d'albums, on reviendra sur cette carrière, David Boring, Ghost World, évidemment, sur son rapport, on reviendra sur son rapport à l'Amérique d'aujourd'hui aussi, je crois qu'il a peut-être des choses à dire sur l'Amérique d'aujourd'hui. J'espère qu'il y a des choses à nous dire. Et on va évoquer bien sûr, et on va peut-être même commencer par là, son dernier album qui est tout fraîchement sorti et qui s'appelle Patience. So we're going to first speak of Patience, your last Voilà. On va faire en fait comme le héros de Patience, en fait on va revenir en arrière, on va revenir dans le temps. We're going to do like the hero of Patience, we're going to go back in time. I think he actually goes forward in time, but that's all right. En fait, c'est plutôt aller en avant dans le temps, mais c'est parfait. Can we go to 5:30 and then Alors justement, Daniel Clowes, cette histoire de voyage dans le temps, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur justement ce voyage dans le temps? So time travel is something new that we haven't seen in your other books so far. So what gave you the idea of actually working on that theme? Well, I think of time travel in sort of mythic terms. You know, it's not I don't think of it in terms of the science of it. I have no interest in you know, the physics of how it's done and figuring out all that kind of stuff, or the paradoxes of time travel. I was interested in it as a metaphor, as a way to experience the idea of an older version of a person talking directly to a younger version of a person. Donc ce qui m'intéressait, c'était le voyage dans le temps plutôt que du point de vue mythologique, pas du tout de la technologie. Je ne me suis pas du tout intéressé à la science, au paradoxe temporel, à tout ce côté scientifique de la chose. C'était plutôt sur le plan métaphorique que ça m'intéressait, avec notamment la confrontation d'une personne d'un certain âge à lui-même plus jeune. Donc c'était ça qui était intéressant. Vous avez utilisé l'adjectif mythologique à l'instant pour qualifier ce voyage dans le temps. Qu'est-ce que vous entendez par mythologie? Est-ce qu'il y a des paradigmes littéraires qui vous ont inspiré? Oh, and what did you exactly mean by the mythology of time travel? Are there different literary paradigms that influence you in any way? No, I'm thinking of it more as an archetypal part of human thought, something that we all have considered. I'm sure people before there were novels about time travel thought, what if I were back when I was a child? What if I could have met my great-great-grandfather? Things like that were time travel without using that term. And it's one of those things I believe runs through every person's head. You know, all our memories are basically time travel. Everything that we go through comes back at some point in some other form as a form of time travel. And even working on the book, which took me 5 years, I would look at certain pages and think of the day that I drew that, and I was experiencing a weird kind of time travel during that. Et, en fait, ce qui m'intéressait, c'était cette pensée archétypale qui est en chacun de nous, qu'on n'appelle pas en fait voyager dans le temps, mais qui est si seulement je pouvais revenir en arrière, si je pouvais revivre quelque chose différemment. Et par conséquent, c'est quelque chose que nous avons tous en nous et auquel nous pensons. Et tous nos souvenirs eux-mêmes sont une forme de voyage temporel. Et ce qui est intéressant, c'est que même au cours de l'écriture de ce livre, qui m'a pris 5 ans, là aussi, que ce soit sur des planches, le scénario lui-même, les différents aspects de ce livre, il y a ce côté retour en arrière, réexamen, voilà. Donc c'est vraiment sur l'archétype, c'est ça le point de vue mythologique. Le rapport au passé, justement, là on a presque l'impression qu'il est aussi question d'un thème qui revient régulièrement dans l'ensemble de vos livres, c'est le motif de la nostalgie.
quels que soient les âges d'ailleurs, on le verra dans Ghost World, Rebecca et Enid sont déjà nostalgiques d'un certain âge, ou alors dans Wilson ou dans Mr. Wonderful, on a des personnages plus âgés qui reviennent aussi sur leur passé. Il y a toujours un rapport au passé finalement dans votre travail et à la nostalgie. So in those terms of time travel, as you just explained to us, there is this relation to the past, actually, in a lot of your books, this idea of nostalgia. For example, Enid and Rebecca in Ghost World have this nostalgia of a certain time. They're not living in it. In Wilson as well. So this is a theme that actually comes back a lot, that you're interested in. Yeah, I mean it's an impulse in myself that I'm not proud of. You know, I have a certain love for older films. Older books, older comics, although I like a lot of new things too, but there's a certain charm in, well, and especially in dead authors, you know, they can't, you know, tweet negative things at you, you know, dead authors are, you know, you don't have those kind of associations you have with living authors who always disappoint you, so there's something about you know, that world that I've always found appealing, but I also find that not an admirable quality in myself. I'm always trying to live in the present, live in the moment, and I think that's a lot of what Patience is about. You know, it's someone who's obsessive about his past to the point that he's living in this insane present when he finally gets, you know, goes to the future, and it's almost like he's living in the middle of a tornado. C'est effectivement, c'est vrai, c'est une pulsion presque malsaine chez moi que j'essaye de corriger, d'aimer en fait les films du passé, les livres du passé, et j'ai une affection toute particulière, pour les auteurs morts. Parce qu'ils ont ce grand avantage de ne pas envoyer de tweets négatifs, forcément. Donc, naturellement, j'ai une grande affection pour ça. Parfois, j'essaie de me corriger et j'essaie de vivre dans le présent. Et effectivement, c'est intéressant que ce personnage, mon personnage principal, a effectivement été un petit peu bloqué quand il va dans le futur, venant du passé. Il est bloqué dans une sorte de, comme dans une faille temporelle, voilà, où se répète, il n'arrive pas à en sortir. Et donc, effectivement, ce rapport présent-passé est intrinsèque à mes livres. Donc Patience a pris 5 ans. Je crois que pendant cette période, vous avez notamment travaillé sur une rétrospective de vos travaux, dans le cadre d'expositions, je crois, à Chicago notamment. Vous avez aussi travaillé sur l'intégrale de 8 Balls, donc une intégrale. Donc je crois que c'était en même temps que vous travailliez sur Patience. Vous étiez en contact avec votre propre passé artistique. Est-ce que ça a joué finalement sur la composition? That actually, during the 5 years that Patience took to create and finalize, you were also curating an exhibition on your own past. That is your former work in Chicago, and you were also that way re-examining. I think that's the question. Your own past. Well, that's where the book began, because I make a point to never look at my older work. I try to just, you know, send it off into the world, and then, you know, goodbye, send me money. And so here was the first time really in my life that I sat down with over 25 years of work and looked at everything and saw this progression, you know, and saw I was really speaking to a younger version of myself, and having arguments really with that person, and feeling you know, sort of competition with them, and then a certain amount of empathy for them, and connecting with them, but it didn't feel like the same person at all. I couldn't even process that it was me, and I didn't feel any real connection to it in a certain way, and so that was such a striking experience that I thought, well, there's something to that. Effectivement, Patience est partie de cette idée de rétrospective, de réexaminer mes anciennes œuvres. D'habitude, voilà, je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas les livres que je viens de faire, je les envoie à l'éditeur, j'attends un gros chèque,
Et voilà, on n'en parle plus. Et alors que là, effectivement, il m'était donné pour la première fois de ma vie l'occasion de regarder en arrière, de voir, de contempler ce que j'avais fait sur 25 ans, donc une longue période, un quart de siècle, et je me suis vraiment retrouvé dans cette sorte de dialogue avec un moi-même plus jeune, et on s'est engueulé fréquemment, donc c'était vraiment passionnel, et à l'issue de ces échanges avec mon moi-même plus jeune, est venue l'idée que, effectivement, cet échange, ce paradoxe, le fait de revenir en arrière, pouvait constituer justement l'essor, le sujet d'un nouveau bouquin. Alors il y a une plonge assez intéressante dans Patience, très psychédélique. Vous avez, Daniel Clowes, confessé une forme d'influence, je pense à quelqu'un comme Steve Ditko ou Jack Kirby. Ça peut être étonnant. Voilà. Ça peut être étonnant de la part de quelqu'un, alors Romain ne voulait pas dire de bande dessinée indépendante, mais que de se référer à un univers du comics beaucoup plus mainstream. Quel est votre rapport au comics? So in this page, you've actually, it seems, admitted to being under the influence of mainstream comics, Jack Kirby, Steve Ditko, and Roman didn't say earlier on that you were mostly assimilated to independent comics. So what is your actual relationship, because it's surprising indeed to see this almost psychedelic panel here, and very mainstream in its coloring and layout. So what is your real relationship to mainstream comics? My real relationship to mainstream comics is Steve Ditko and Jack Kirby, and it kind of ends right there. And Steve Ditko's always been among my top 2 or 3 favorite artists, because I think there's an implied content to his work that's not necessarily present in the writing. I've looked through many, both Jack Kirby and Steve Ditko comics, and felt real love and affection for them without reading a single word of dialogue, because that will just diminish the experience. But this kind of thing is me trying to imagine Steve Ditko panels, Jack Kirby panels that I think exist, and then looking through all their work and realizing they don't exist, and so I'm kind of inventing the ones I wish did exist. Donc ma relation avec les comics mainstream, c'est justement un petit peu les 2 noms que vous avez cités, Steve Ditko et Jack Kirby. Steve Ditko notamment, indépendamment du texte, du script, a un contenu, on sent, qui a vraiment une profondeur dans les planches et dans les cases. Et c'est vrai que j'ai toujours admiré Ditko et Kirby dans tout ce qu'ils ont pu dessiner, mais sans jamais avoir besoin de lire une page de texte ou de le relier au script. Donc, quand j'ai effectivement dessiné cette planche, je pensais dessiner du Kirby existant ou quelque chose dans le style du Kirby existant, et en fait, en regardant, je me suis aperçu que non, cette planche n'existait pas, et donc j'ai essayé de faire une planche qui serait du Kirby ou du Ditko. What I was saying earlier about dead authors, one of the only living authors I can think of who that applies to is Steve Ditko, because he is so shut out from the world. He hasn't done an interview since 1964, I think. He's almost impossible to meet. I got to meet him once when I was a very young man, and I went to, I had just moved to New York, and I looked in the telephone book and I saw Steve Ditko, artist, and I thought, what, how could it can't be. So I went to the address, and it was a building above a pornographic movie theater, and I'm perfect. And so I went to the lobby, and the doorman said, no, I don't think there's anybody by that name here. And I said, I looked on the board, and here it said Steve Ditko, artist. And he said, oh, I've never met him. I'll take you up. So he takes me up in the elevator and goes, go ahead, knock on the door. And I knock on this door, and the door opens to the chain on the door. Opens it, and he goes, what do you want? And I said, are you Steve Ditko, the comic artist? And he went, slam!
And that was my meeting with him. Génial. Donc oui, Steve Ditko est parmi des auteurs vivants le seul qui a peut-être ce statut sympathique que j'accorde aux auteurs morts. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois. Je venais d'emménager à New York, donc à un moment je prends un annuaire téléphonique et là, à la ligne D, je trouve Steve Ditko, dessinateur. Donc je me dis c'est pas possible avec une adresse listée. Je me rends à l'adresse. Je demande au portier qui me dit bah non, je crois qu'on n'a pas de Steve Ditko ici, désolé. Et il dit si, je le vois là, il y a son nom. Voilà. Donc le portier très aimablement dit bah, je vous emmène, donc je l'emmène dans l'ascenseur. J'arrive devant la porte, je frappe à la porte s'ouvre avec la chaîne mise et Steve Ditko apparaît en disant qu'est-ce que vous voulez? Et je dis, monsieur, voilà, vous êtes bien Steve Ditko, le dessinateur. Et slam, hop, la porte se ferme, claqué, et c'était ma rencontre avec Steve Ditko. Et comment vous expliquez d'ailleurs ce silence dans lequel il se mure, il s'était muré? C'est un peu le syndrome J.D. Salinger, c'est que tout le monde, tous les écrivains du monde veulent voir. Ils se sont heurtés à une porte fermée, ou à même pas la porte fermée, les habitants eux-mêmes voulant préserver le secret. Ça vous intéresse chez lui, ce côté hors du monde, couper tout lien avec les vivants, chez Steve Ditko? Do you like that Catcher in the Rye, J.D. Salinger syndrome of actually shutting yourself from the world after having produced such fantastic work? Do you like that about Steve Ditko? Since you said, I forgot to translate that earlier, that there's no interview since 1964. Is that something that you like about him? I do, and in fact, I often think I wish I had never appeared in public, never done an interview, and been that person. I would find myself much more compelling than I do now. You know, once you start to give interviews, then you look at what you've said and you think, oh man, I wish I hadn't said that. I should correct that in the next interview. And then it becomes a lifelong process of saying things you regret and going back and changing them. Voilà, j'aurais effectivement aimé être ce type de s'enfermer de monde, de ne jamais accorder d'interview. Le seul problème, c'est que une fois que vous accordez une première interview, vous dites des choses que vous regrettez, et comme il n'y a pas de machine à voyager dans le temps, donc il faut la prochaine interview pour corriger ce qu'on a dit, et ainsi de suite, et on arrive à aujourd'hui. It's time to correct now. This is the one. Or to find a time traveling machine. Yeah. On a parlé justement du dessin, donc on a un autre exemple ici. Vous disiez que pendant notamment la composition de Patience, vous aviez travaillé sur donc une anthologie de 8 Balls, qui était votre revue graphique que vous avez dessinée entre, je crois, 1989 et 2004. Et justement, quel regard vous portez sur l'évolution de votre dessin? On a ici à l'image des extraits de 8 Balls, précisément. De Art School Confidential par exemple, quel regard vous portez sur l'évolution de votre dessin depuis vos débuts dans 8 Balls jusqu'à Patience? Graphically speaking now, concerning your drawing, your actual art, you worked on a compilation of 8 Ball from 1989 to 2004, and looking back at this, or Art School Confidential, what is your today's person Daniel Clowes look out on your drawing, on the way you actually moved along and progressed? Well, it's interesting to look at that old work, because I had a very specific idea in my mind of what I wanted the work to look like, and I was just struggling to get it on paper, and you can feel that in the drawing. You can feel this like intense stiffness, and you can just see the sweat beads and at the time I felt frustrated. I felt like this isn't the way I want. I want to be able to draw the way I see it, but it's coming out slightly awkwardly and stiffly. And now I look at that and I see that that is what makes that early work. I think makes it interesting, is that you feel that struggle and that tense kind of tight grip on the brush. À l'époque, j'ai ce souvenir d'avoir, je m'étais fixé un objectif de type de dessin à atteindre, de qualité de dessin à atteindre,
et je n'y arrivais pas, je luttais, on sentait presque dans ces planches les gouttes de sueur, le dessin un peu raide, statique, figé de cette époque-là, donc avec une intensité d'effort énorme. Et aujourd'hui, en regardant justement le travail de cette époque-là, c'est ce qui lui donne en quelque sorte sa légitimité. Voilà, on voit cet effort de... C'est quoi, l'effort donne la légitimité? Finalement, il faut qu'un artiste souffre pour que ça soit valable. So does an artist need to suffer to make it good, to make the work good? Does the legitimacy or value of the art come from the effort that... It's a very European view. It is very European. Artiste maudit. I think you certainly have to exert yourself to the fullest. I can't call any of it. It was very frustrating, but it wasn't suffering by any means. I spent 18 hours a day doing it and loved every minute of it. So it certainly wasn't, the same as, starving to death in a Donald Trump's work camp or whatever. But it was. But I think you need to put absolutely everything you can into the work for it to have any kind of value. Voilà. Donc oui, l'idée c'est surtout, outre l'effort, c'est d'aller le plus loin possible dans ce qu'on peut faire artistiquement. Et c'était quand même pas de la souffrance, c'était pas comme travailler, être dans un camp de travail de Donald Trump en train de mourir de faim. Non, construire le mur, par exemple. Voilà, ou construire le mur. To build the wall, building the wall. Et par contre, non, c'est vrai qu'il y a cet effort constant qui donne de la valeur. Mais c'était pas de la souffrance, je passais 18 heures par jour à dessiner et j'en adorais chaque minute. Est-ce que vous avez justement, quand vous regardez, de la nostalgie pour cette époque? Je crois que Patience l'action de Patience se déroule pour beaucoup en 1985, qui est le début de votre carrière quasiment dans la bande dessinée. Est-ce que vous la regardez, cette période, avec nostalgie? Est-ce que vous l'avez regardée avec nostalgie, quand notamment vous avez fait toutes ces rétrospectives? The actual year where the action of Patience takes place is 1985, more or less the year where you started your own career. And do you feel any type of nostalgia for that precise time? It was an awful time. I mean, it was a great time to do underground alternative comics because the culture was so monolithic. There were only the mainstream culture. You got books, movies, comics, all very mainstream, and it was almost impossible to find any alternative to that. And so when we started doing these, American undergroundish comics in the 80s, people responded to them so intensely because there were just nothing at all like that. Now, television has progressed to the point where it's almost the same level of censorship as the comics were back then. It's much easier to find. Now you can find anything, obviously, but it was. It really felt like we were speaking from the wilderness. Oui, c'était une époque atroce, mais en même temps, parce que tout le comics mainstream, et il n'y avait pas d'alternative à l'époque, c'était extrêmement formaté, et par contre, du coup, c'était une époque extraordinaire pour pouvoir proposer une alternative underground. Et voilà, quand on est arrivé sur la scène, nous tous qui faisions ces bandes dessinées un petit peu underground, un petit peu alternatives, mais en tout cas avec une proposition radicalement différente, il y a eu un engouement immédiat et massif. Parce que justement, on en est arrivé à l'équivalent aujourd'hui pour la télévision où il y a cette forme de censure ou plutôt une seule solution formatée et massive. Donc il y a des choses à faire aussi. Donc c'était une époque intéressante. C'était pas de la nostalgie de l'époque elle-même, mais de ce qu'on a pu faire pour la contrer. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus formaté aujourd'hui. Même la bande dessinée est formatée, selon vous? You'd say that today the comic books and the media are generally more leveled, formatted than they were back then. It's even worse today. No,
I'm not quite sure. I'm sorry, no, you're not quite sure? No. I mean, no, the question, what do you mean level? That is that there's more or less everything. There's no alternative today either to what you're speaking about. I think there's just everything. You know, it's just, there's the range of every possible thing, and there's so many different comics that you could be interested in a really specific comic and not know anything about the history of comics or anything like that. You could be completely devoted to comics without knowing about 90% of it. And when I was starting, you knew every single comic. Donc c'est plus un phénomène aujourd'hui de saturation. Il y a tellement de bandes dessinées différentes qu'on peut très bien se passionner pour un type de bande dessinée sans connaître tout le reste, 90%, ni connaître l'histoire de la bande dessinée. À mon époque, quand j'ai commencé, on connaissait la totalité de la BD. C'était un peu on a vu un peu le même cas pour le cinéma, c'est-à-dire que par exemple en France, les grands auteurs de la nouvelle vague connaissaient tout le cinéma. Pour être révolutionnaire dans le cinéma ou dans son art, on connaissait ce qu'avaient fait les gens qui étaient venus avant nous, et là on pouvait réinventer. Vous diriez qu'aujourd'hui, finalement, il y a un manque de culture aussi dans le milieu de la culture du comics aussi. Un décrochement culturel de la part aussi des auteurs de comics eux-mêmes. It was more or less the same thing in cinema at the time when the French directors of the Nouvelle Vague arrived. They could actually be an alternative and be revolutionary, groundbreaking, because they knew they had seen all the films that had preceded them. And would you say that today there's also a lack of culture, simply, of not knowing what was done before, even the past? I think, no, I see that a lot, because I think it's just overwhelming, and I also think there's that sense that you can just always go on Wikipedia and learn about something that day, and it's not part of you the way it was when I was younger. But it's funny, I think, I've thought about our generation of American comic artists in relation to the Nouvelle Vague, and I always think, like, am I, Claude Chabrol, am I Godard, who am I in that? I've never figured that out exactly, which is probably good. Oui, effectivement, je vois beaucoup de ça, le fait qu'aujourd'hui on peut cliquer sur Wikipédia et avoir une connaissance approximative d'un sujet et ne pas aller chercher plus loin. Et c'est intéressant que vous souleviez la comparaison des réalisateurs de la Nouvelle Vague, parce qu'on s'y est comparé nous-mêmes, notre groupe, et je me suis toujours demandé qui j'étais, Chabrol, Godard, qui étais-je là-dedans, et j'ai toujours pas Truffaut pour les jeunes femmes. Oh, for the ladies, Truffaut. Parce qu'il y a cette part aussi qui est très 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 importante. Le thème aussi dans votre œuvre, c'est l'adolescence. C'est cet âge aussi de transition, notamment dans Ghost World. Qu'est-ce qui vous passionne dans cet âge, appelons-le âge au sens large, peut-être un âge d'or, un âge de fer, qu'est l'adolescence? Yeah, on the theme of women and especially teenagers with Ghost World, which is not exactly an age, but maybe a transition, a passage. And what is so fascinating to you about that precise moment? Golden age? Is it a golden age, an iron age? You mean to be at that particular age? Yeah. Teenage. It's it's that, I feel like it's the age at which you decide officially who you are. Or at least it used to be when I was that age. You can be many different things when you're under 18 or so, and then when you kind of go off to college and become somewhat of an independent adult, that's when you have to really kind of say, okay, I am this. And now I feel like that age has moved much later. It's, people in their 30s are still, kind of experimenting with who they are. But certainly when I was the age of the girls in Ghost World, I felt like, okay, I can abandon all the stupid mistakes and things that I tried out as a younger man and become myself. And I feel like that's when I began to be the very earliest version of who I am now. Donc effectivement, c'est l'âge où, pour la première fois, on décide exactement qui on va être parmi l'infinité de possibles.
Et en tout cas, à mon époque, c'était à 18 ans, à l'âge un peu plus vieux, à l'âge à peu près qu'ont les adolescentes de Ghost World, juste avant d'aller en université, où on se disait, bah là, il va falloir que je devienne qui je vais être. Alors que cet âge, aujourd'hui, semble avoir quelque peu reculé. Hein, c'est le côté génération de Tanguy, où à 30 ans, les gens sont encore en train de se demander qui ils sont. Voilà. Mais pour moi, en tout cas, à mon époque, c'était cet âge-là où, voilà, où je suis devenu, en tout cas en partie, qui j'allais être. Pourquoi justement avoir choisi des jeunes filles pour traiter cet âge-là particulièrement? Parce que vous avez des rôles qui sont souvent masculins, Wilson, bon, tous ces personnages, dont David Boring, ce sont des personnages masculins. Pourquoi avoir choisi finalement des jeunes femmes, des jeunes filles, pour traiter justement cet âge particulier? And why in Ghost World choose two girls as heroines? You have a lot of masculine heroes like David Boring, Wilson. Why choose two young girls? Well, at the time, I had finished my first book, Like a Velvet Glove, Cast in Iron, which is about a male protagonist, and I had done a lot of short comics, which sort of just featured myself, or characters that were very clearly myself, and people just kept comparing me to the characters in my comics, saying, "Oh, it's just you," and I was saying, "No, not really. They just have little parts of me." And I thought, well, I want to do characters that are very close to myself. And the only way I could get away with that is to think of what's the opposite of me. So I'll make them teenage girls. Once years ago, somebody transcribed an interview with me and said, "You talk exactly like a teenage girl," and I had to admit that it was true. And so I thought, well, I should just use that ability to my advantage. Donc, à l'époque, j'avais fait mon premier livre que vous avez là, donc comme un grand velours pris dans la fonte, dont le protagoniste principal est masculin, et j'avais sans cesse des remarques, en fait, c'est vous, ce personnage, donc et ça m'agaçait quelque peu, et donc je voulais vraiment créer des personnages qui me ressemblent, mais de ne plus avoir ce type de remarques, et donc j'ai cherché ce qui était le plus à l'opposé de moi, tout en étant proche. Et donc j'ai choisi deux jeunes femmes. Et à un moment, d'ailleurs un peu plus tard, dans une interview, on m'a dit vous parlez exactement comme une adolescente. Et je dis ouais. Comment vous avez fait, Daniel Clowes, pour avoir justement ce savoir si particulier sur l'adolescence, sur les adolescentes, puisque vous venez de nous dire qu'on vous dit que vous parlez comme une teenage girl. Est-ce que vous observez beaucoup justement ces jeunes gens? Comment vous travaillez pour rendre aussi bien justement les complexités, les abîmes parfois, les difficultés de choix qui sont inhérents à cet âge de l'adolescence? So since it was said that you spoke like a teenage girl, how, in terms of working in the field, do you actually get all this knowledge of teenagers, teenage girls? How do you, what's the process actually of the work? Are you really observing people a lot? Do you go out on the streets, in cafes, bars, and look at them? How does that work? Yeah. Let's not get into that. No, I wrote that book when I was much younger. Now I wouldn't feel comfortable writing about a 18-year-old now that's set in the modern world. I'd feel like it was dated in some way unless I made them a sort of willfully nostalgic weirdo. And even Enid and Rebecca are that to some degree. They weren't even up to the technology of 1993 when I began that story. But I try not to think of collecting information on characters, because then it becomes very self-conscious. I try to just sort of live my normal life and go through my normal days, and I feel like some part of my brain is sifting through all this, the way people speak, and the way, when you get to a certain age, you tend to group people together into different categories and things like that, and then the characters just appear on their own, and they're either real or they're not, and I can't control that in any way.